Bonjour à tous, je suis le docteur Jonathan Moussa, je suis médecin généraliste et je propose aujourd'hui une vidéo de présentation générale sur le TDAH. C'est-à-dire que je vais essayer en gros de résumer la globalité du TDAH en une seule vidéo. Et en fait, l'idée c'est de répondre à certaines questions qui sont extrêmement fréquentes. Qu'est-ce que c'est le TDAH? D'où ça vient? Comment ça se manifeste? Et comment ça se traite? Voilà. On va essayer de faire tout ça en une seule vidéo. Donc bien sûr, je ne pourrai pas rentrer dans les détails. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire prochainement dans d'autres vidéos. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ça le programme. En parlant de programme, je vous affiche le programme de la vidéo à l'écran. Comme ça, vous allez voir un petit peu plus concrètement de quoi nous allons parler aujourd'hui. C'est parti. Alors, première question à laquelle on va répondre, eh bien, c'est finalement, qu'est-ce que le TDAH? Avant toute chose, TDAH, c'est un acronyme qui signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors c'est vrai que l'appellation n'est pas tout à fait pertinente parce que ça ne représente pas très bien ce qu'est vraiment le TDAH. Mais bon, tout le monde appelle ça comme ça, tout le monde comprend de quoi on parle, donc c'est le principal. On n'a pas besoin de le changer. Le TDAH, en fait, c'est un trouble du neurodéveloppement. Alors pour schématiser vraiment grossièrement, ça veut dire qu'il y a un problème dans le développement du système nerveux d'un individu. Le système nerveux central, qu'est-ce que c'est? C'est le cerveau, le tronc cérébral et la moelle épinière, la moelle spinale. Ce trouble dans le développement du système nerveux va entraîner un dysfonctionnement neurobiologique, va avoir une répercussion sur la biologie d'un individu. Et notamment, dans le cas du TDAH, le dysfonctionnement neurobiologique, c'est un dysfonctionnement de la dopamine et de la noradrénaline. Alors, on va surtout s'attarder sur la dopamine, qui est en fait ce neurotransmetteur, ce neuromédiateur, qui joue un rôle dans la capacité de régulation de l'attention, des émotions, de la sensation de plaisir et aussi dans le circuit de la récompense. Le TDAH s'apparente à un déficit en dopamine. Donc vous comprenez bien que si vous êtes en manque, en déficit de ce qui permet de réguler votre attention, vos émotions, votre sensation de plaisir et le circuit de la récompense, bien vous allez être déficient dans ces domaines-là. Vous aurez du mal à réguler votre attention, à réguler vos émotions, à ressentir du plaisir. Et aussi, vous allez avoir un système de la récompense un peu déglingué. C'est ce qui explique notamment le comportement parfois un peu farfelu, un peu étonnant des personnes qui ont un TDAH. Puisqu'ils ont un comportement d'addict en fait. Ils sont en manque de dopamine. Et donc naturellement, ils vont rechercher les situations qui vont leur procurer de la dopamine. Et qu'est-ce qui procure de la dopamine? Eh bien, ce sont les situations qui vous procurent du plaisir et des récompenses immédiates. Voilà, c'est comme ça qu'on comprend aujourd'hui le TDAH. Ça sera peut-être amené à évoluer, on fera peut-être encore des avancées, et la connaissance va évoluer probablement sur ce sujet-là, parce qu'il y a pas mal de recherches qui sont en cours. Mais en tout cas, en l'état actuel, c'est plutôt comme ça qu'on comprend le trouble du TDAH. C'est un trouble du neurodéveloppement neurobiologique dans les systèmes de la dopamine et de la noradrénaline. Voilà. Deuxième question qu'on va se poser sur le TDAH, c'est finalement le TDAH, d'où ça vient? Quelles sont les causes du TDAH? Les recherches ont permis d'identifier deux grandes causes. Alors, je parle de causes, je devrais plutôt dire facteurs prédisposants. La première, la plus importante, c'est la cause génétique. Effectivement, le TDAH, c'est un trouble qui a un fort caractère génétique, une forte composante génétique, et un fort caractère d'héritabilité. Et notamment, chez quelqu'un qui a un TDAH, vous avez 25% de chances de trouver quelqu'un d'autre qui a un TDAH dans les apparentés du premier degré, qui sont les parents, les frères et sœurs et les enfants. Donc il n'est pas rare, c'est même plutôt fréquent, de poser le diagnostic chez quelqu'un et dans la foulée de poser le diagnostic chez quelqu'un d'autre de la même famille. Voilà. Alors la deuxième cause, c'est tout ce qui porte à la périnatalité, tout ce qui se passe autour de la naissance. Alors en prépartum, avant l'accouchement, la cause principale c'est l'ingestion de substances toxiques par la femme enceinte. Voilà. Ça c'est vraiment un facteur prédisposant de troubles du neurodéveloppement. Au moment de l'accouchement, eh bien, c'est toutes les causes qui vont diminuer l'arrivée d'oxygène au cerveau du bébé à naître. Et donc notamment, je vous donne un exemple, le cordon ombilical qui se serre autour du cou du bébé à naître. Voilà, ça fait partie des causes qui peuvent diminuer l'arrivée d'oxygène au cerveau, ce qu'on appelle nous en médecine l'hypoxie cérébrale. Voilà, ça c'est également un facteur prédisposant. Et enfin, on a en postpartum, c'est-à-dire après la naissance, certains critères qui nous permettent de dire qu'il y a une prédisposition à un trouble du neurodéveloppement, notamment la prématurité et le petit poids à la naissance. Alors je vous rassure, ce n'est pas parce que vous êtes né prématuré ou que vous êtes né à 2 kg que vous allez forcément avoir un TDAH. Mais disons que c'est un facteur prédisposant.
Voilà, les deux grandes causes. Troisième question qu'on va se poser sur le TDAH, tout simplement, qui a un TDAH? Le TDAH, ça touche qui? Alors, il s'avère que le TDAH, c'est un trouble qui est extrêmement fréquent, qui est même sur le podium des troubles psychiques les plus fréquents, en deuxième position, juste derrière les troubles anxieux. Alors, dans la population pédiatrique, on a entre 4 à 6% des enfants qui ont un TDAH. Ça me permet de rappeler que le TDAH, c'est un trouble qui persiste dans la majorité des cas à l'âge adulte, donc dans un peu plus de 2 tiers des cas. Ce qui nous donne une prévalence dans la population adulte générale, c'est-à-dire le pourcentage d'adultes qui ont un TDAH, de 2 à 4%. C'est extrêmement fréquent. Le problème étant que c'est sous-diagnostiqué. Donc c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur de faire ces vidéos. Là, j'ai envie de parler du TDAH pour peut-être améliorer le repérage et le dépistage du trouble, notamment chez les adultes. Parce que le TDAH, on le verra aussi plus tard, ça donne beaucoup de retentissements négatifs et il y a pas mal de choses à mettre en place pour améliorer son quotidien. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont un TDAH, il y en a peu qui ont un diagnostic et donc il y a beaucoup de monde à aller diagnostiquer afin d'améliorer leur quotidien. Deuxième chose importante sur l'épidémiologie en fait, c'est le sexe ratio du TDAH qui est à peu près égal à 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a à peu près autant d'hommes que de femmes qui ont un TDAH. Même si, et ça on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres vidéos, la manifestation clinique du TDAH n'est pas forcément la même dans les hommes et dans les femmes. Chez les hommes et chez les femmes. Donc ça, c'est pas le sujet de la vidéo du jour, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, on a à peu près autant d'hommes et de femmes qui ont un TDAH. Quatrième question qu'on va se poser, eh bien c'est tout simplement, quels sont les symptômes du TDAH? Alors là, on entre dans le vif du sujet. Et si vous voulez bien, je vais faire 2 grands groupes de symptômes. Alors, on va parler de 5 groupes de symptômes, 3 qui sont dans les critères diagnostiques du TDAH et 2 qui ne sont pas dans les critères diagnostiques du TDAH. Même si l'un d'entre eux, à mon avis, mériterait sa place dans les critères diagnostiques. Ça, si vous voulez savoir lequel c'est, il faut continuer à regarder la vidéo. Alors, je vais commencer par ceux qui sont dans les critères diagnostiques. Ils sont au nombre de 3. Alors, le premier, c'est l'inattention, ou plus précisément, le trouble de régulation de l'attention. C'est ce qui va donner cette distractibilité spécifique des TDAH, cette difficulté à se concentrer de manière soutenue, des oublis, des retards fréquents et aussi un peu de la procrastination. Alors pourquoi je précise qu'on préfère dire dysrégulation, trouble de régulation de l'attention? C'est parce que ça va dans les deux sens. En fait, le TDAH, c'est un trouble de l'extrême. On passe d'un extrême à l'autre. Et c'est vrai que la plupart du temps, on est plutôt du côté du déficit d'attention, mais des fois, dans certaines circonstances particulières, notamment les circonstances qui procurent du plaisir, lorsque quelqu'un qui a un TDAH fait ce qui lui plaît, il peut avoir des périodes d'hyperfocalisation avec une attention extrêmement intense, extrêmement soutenue et extrêmement longue. Voilà. Donc on est vraiment dans le trouble des extrêmes de régulation de l'attention. Même si la plupart du temps, je répète, on est plutôt du côté du déficit d'attention. Le deuxième symptôme, c'est l'hyperactivité. Alors l'hyperactivité, c'est assez intéressant puisqu'il a 2 composantes. Il a premièrement la composante motrice. Et donc là, on a tous en tête l'image de petit garçon qui saute partout, qui n'arrive pas à tenir en place, qui fait des bonds, un peu comme Tigrou dans Winnie l'ourson. Heureusement, c'est un symptôme qui s'internalise à l'âge adulte. On a rarement vu un adulte faire des bonds et faire des galipettes en réunion. Mais c'est plutôt quelque chose qui va se présenter comme un bouillonnement intérieur. Une difficulté à rester immobile, une difficulté à rester assis, sans bouger, sans taper des mains, sans taper des pieds sur le sol, sans avoir quelque chose dans les mains pour jouer avec. Voilà. Ça peut aussi donner une difficulté à se reposer, à se poser et à ne rien faire. C'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui a le symptôme d'hyperactivité. La deuxième composante de l'hyperactivité, c'est l'hyperactivité mentale. Alors celle-ci est vraiment très 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 fréquente et c'est décrit plutôt comme un flot incessant de pensées qu'on n'arrive pas à arrêter. Et l'image qui est très souvent utilisée par les patients, c'est je n'ai pas d'interrupteur off. Je suis tout le temps on, je n'arrive pas à éteindre le flot de pensée. Et alors, c'est vrai que cette hyperactivité mentale couplée à la distractibilité, ça peut donner beaucoup de vagabondage mental, ou ce qu'on appelle en anglais du daydreaming, c'est du rêve éveillé. C'est-à-dire que vous êtes distrait par quelque chose, et là, vous commencez à vagabonder mentalement
en vraiment ne faisant plus, en n'ayant plus conscience du monde extérieur, quoi. Ce qui peut être assez handicapant. Troisième symptôme qui rentre dans les critères diagnostiques, c'est l'impulsivité. Alors l'impulsivité est très intéressant parce que c'est plutôt en lien avec un déficit d'inhibition. Et l'inhibition, c'est cette capacité qu'on a à se retenir de penser, à se retenir de parler et à se retenir d'agir. Effectivement, quelqu'un qui a un TDAH avec un trouble impulsif, c'est quelqu'un qui aura du mal à se retenir de penser, de parler et de se comporter. Concrètement, dans la réalité, ça se manifeste par une aversion de l'attente, par exemple, une difficulté énorme à faire la queue, à attendre son tour, quelqu'un qui va couper sans cesse la parole aux gens, qui va avoir tendance à finir leurs phrases à leur place, et ça peut aussi engendrer des conduites à risque, des prises de substances, des conduites à risque automobiles, des conduites à risque sexuelles, des conduites à risque disciplinaires, hein, voilà. Ça peut donner énormément de troubles dans la vie quotidienne, ce trouble d'impulsivité. Voilà, donc je répète les 3 symptômes qui rentrent dans les critères diagnostiques. On a le trouble de régulation de l'attention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Maintenant, passons aux 2 autres. On a tout d'abord les troubles dits exécutifs, les troubles des fonctions dites exécutives. Alors c'est un peu compliqué, ça je pense que je ferai une vidéo spécifique sur ce sujet-là. En gros, ce sont les fonctions qui nous permettent de hiérarchiser les tâches, de planifier quelque chose, de gérer le temps qu'il faut pour faire quelque chose. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui a un TDAH a une vision du temps un peu distordue. C'est ce qui fait que le quotidien d'un TDAH est quelque chose de très désorganisé. Il peut même se faire écraser par la gestion du quotidien. Et enfin, on a les troubles de régulation des émotions, la dysrégulation émotionnelle. Et à mon avis, c'est celui-là qui devrait peut-être faire son apparition dans les critères diagnostiques. Je trouve qu'il a sa place, dans les critères diagnostiques. Et un peu comme le trouble des régulations de l'attention, on a vraiment au niveau des émotions des extrêmes. On passe d'un extrême à l'autre. C'est ce qui va donner une propension aux colères, à l'irritabilité, au changement d'humeur extrêmement fréquent. C'est-à-dire que dans la même journée, dans la même heure parfois, vous pouvez avoir 4-5 humeurs différentes. Vous pouvez passer du rire aux larmes, de la tristesse à la colère, de l'étonnement à la peur, etc., etc. Il suffit en fait d'une pensée, d'une parole, pour vraiment changer radicalement votre humeur. C'est-à-dire que vous avez du mal à réguler la vague d'émotions qui arrive. Et parfois, ça se voit littéralement sur le visage d'une personne. Vous lui dites quelque chose et l'humeur change instantanément. Voilà, le trouble de régulation des émotions, c'est ça. C'est quelqu'un qui part au quart de tour et qui a du mal à réguler son émotion. Donc voilà, je répète les 5 grands symptômes du TDAH. Trouble de régulation de l'attention, hyperactivité, impulsivité, trouble des fonctions exécutives et trouble de régulation des émotions. Alors, 5e question qu'on va se poser sur le TDAH, c'est comment on fait le diagnostic de TDAH. Je vais passer rapidement sur cette question parce que je ferai des vidéos un petit peu plus spécifiques sur le diagnostic, mais ça me permet juste de rappeler une chose, c'est que le diagnostic du TDAH est strictement clinique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le médecin qui vous prend en charge, en fonction de son anamnèse, c'est-à-dire il va refaire votre histoire, les antécédents familiaux, tout ce qui touche à votre naissance, quels sont vos symptômes, quels sont les retentissements de ces symptômes sur votre quotidien. Il va peut-être aussi vous demander des preuves, des bulletins scolaires, des rapports de stage, voire même des condamnations judiciaires si vous en avez. Et en fonction de ce recueil de données, il va être à même de poser un diagnostic de TDAH. Et je précise qu'il n'a besoin de rien de plus. Il n'y a pas de nécessité de passer des tests psychotechniques, de faire des bilans neuropsy, de faire une IRM, de faire un EEG, un électroencéphalogramme. Ça n'a pas d'intérêt diagnostique. Ce sont des tests qui sont pertinents pour savoir quelle stratégie thérapeutique mettre en place, qui peuvent être intéressants pour faire de la recherche scientifique. Mais en tout cas, ils n'ont pas de caractère diagnostique. C'est-à-dire qu'il est impossible de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de TDAH avec les résultats d'un de ces tests. Le seul qui est à même de poser un diagnostic, c'est le médecin en fonction de son interrogatoire et de son recueil de données. Voilà. J'insiste là-dessus, il n'y a aucune nécessité de faire passer des tests pour avoir un diagnostic. D'accord? Le médecin, en une à plusieurs consultations généralement, va pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour poser un diagnostic de TDAH.
Alors, sixième question qu'on va se poser sur le TDAH, tout simplement, quels sont les troubles associés au TDAH, qu'on appelle également comorbidité. Alors avant de commencer, il y a une phrase que j'aime bien dire, moi, c'est que les TDAH, c'est comme les trains. Hein, on a tous déjà vu ces panneaux devant les passages à niveau qui disent « Attention, un train peut en cacher un autre ». Et ben, je pense qu'avec le TDAH, c'est un petit peu la même chose. Parce que le TDAH peut souvent cacher un autre trouble psychique. Et même, on a un taux de 80% de TDAH qui ont également un autre trouble psychique. Donc, il faudrait rechercher systématiquement un autre trouble psychique lorsqu'on diagnostique un TDAH. C'est très important. Alors, quels sont ces troubles? Alors, il y en a vraiment beaucoup. Je ne vais pas les détailler, je vais juste vous les lister. Ça, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos aussi. On a les troubles anxieux, très fréquents, les troubles dépressifs, les troubles borderline, les troubles de la personnalité, les troubles du comportement alimentaire, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles du sommeil, les autres troubles du neurodéveloppement, puisque le TDAH en est un, donc ça comprend les troubles du spectre autistique, tous les troubles dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Et bien sûr, les troubles d'addiction, qui sont extrêmement fréquents chez le TDAH. Voilà. En gros, on a ça comme troubles associés. Je vais peut-être rajouter aussi le syndrome Gilles de la Tourette, hein, qui est aussi associé au TDAH. Voilà, je n'en dis pas plus sur le sujet, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Alors, septième et dernière question qu'on va se poser sur le TDAH, c'est tout simplement comment on traite le TDAH. Alors, puisqu'il y a énormément de traitements disponibles et il y aurait énormément de choses à dire, ce que je vous propose, c'est de vous présenter le principe thérapeutique du TDAH et de revenir plus en détail dans des vidéos prochainement sur les différents traitements disponibles. Alors, le principe thérapeutique du TDAH, il associe plusieurs approches. On dit que c'est une approche multimodale. D'un côté, on a l'approche symptomatique qui va permettre de diminuer directement les symptômes du TDAH. Et de l'autre côté, l'approche fonctionnelle qui va permettre de diminuer le retentissement des symptômes dans la vie de l'individu. Alors, pour bien comprendre ce que c'est l'approche fonctionnelle, ça ne traite pas le symptôme en lui-même. C'est-à-dire, j'ai des symptômes du TDAH, comment je fais pour que ces symptômes-là soient moins embêtants pour moi dans ma vie? L'approche fonctionnelle, c'est ça. Et cette approche multimodale, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs angles d'attaque pour traiter ce trouble, va se reposer parfois sur l'association de traitements pharmacologiques et de traitements non médicamenteux. Alors, commençons d'abord par un traitement pharmacologique. Et là, on va avoir une petite différence entre l'adulte et l'enfant. Chez l'adulte, le méthylphénidate, le traitement du TDAH en France, va être prescrit assez rapidement et parfois même en première ligne, avant même ou en association avec les autres thérapeutiques non médicamenteuses. Pourquoi? Parce que c'est le traitement le plus efficace du TDAH. Le médicament marche mieux que toutes les autres thérapies. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, on va donner assez rapidement du TDAH chez l'adulte, alors que du méthylphénidate chez l'adulte, alors que chez l'enfant, on va d'abord épuiser les thérapeutiques non médicamenteuses, et seulement si elles sont inefficaces, on va pouvoir tester le traitement pharmacologique. Alors après, bien sûr, ça reste le choix du praticien. C'est à la libre appréciation du médecin qui prend en charge l'enfant. Mais c'est vrai qu'on serait un petit peu plus réticent à prescrire du méthylphénidate chez les enfants. Ça, c'est pour le traitement médicamenteux. Pour le traitement non médicamenteux, on va les classer dans les deux groupes dont je vous ai parlé, l'approche symptomatique et l'approche fonctionnelle. Dans l'approche symptomatique, on a bien sûr l'activité physique. Pourquoi? Parce que l'activité physique va permettre de réguler votre taux de dopamine et donc de diminuer les symptômes de votre TDAH. Le deuxième point, dans l'approche symptomatique, c'est tout ce qui est entraînement attentionnel. Et dans l'entraînement attentionnel, on a premièrement la remédiation cognitive qui peut être intéressante, qui est quand même difficile d'accès mais qui est intéressante. Et bien sûr, alors là c'est très facile d'accès, c'est la méditation en pleine conscience, la mindfulness. Voilà, ce sont des thérapies symptomatiques, donc une approche symptomatique, qui sont assez efficaces sur le TDAH. De l'autre côté, dans l'approche fonctionnelle, c'est-à-dire comment je fais pour que les symptômes que j'ai soient moins embêtants pour moi, on va retrouver bien sûr, premièrement la psychoéducation, le fait de comprendre son trouble, qui permet effectivement de réduire le retentissement et le vécu un peu problématique du TDAH, et bien sûr les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont les psychothérapies les plus validées sur le plan scientifique. Voilà.
Donc si vous deviez choisir une thérapie, une psychothérapie, moi je vous conseillerais plutôt les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. On a d'autres psychothérapies dans l'approche fonctionnelle qui sont également intéressantes. Ce sont toutes les psychothérapies émotionnelles. Voilà. Je ne vous présenterai pas dans cette vidéo d'autres traitements, d'autres thérapeutiques. Je vais m'arrêter là et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour du TDAH quand même. On a défini le TDAH, on a vu d'où ça venait, qui était touché, quels étaient les symptômes, comment on le diagnostique, quels sont les troubles associés et même comment on le traite. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question dans une vidéo que j'ai voulu pas trop longue et qui rentrait pas trop dans les détails. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et bien sûr à vous abonner. Ça permet de soutenir mon travail si ça vous plaît. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à noter les sujets que vous voudriez voir apparaître sur la chaîne YouTube. Voilà. Si vous voulez que je parle de certains bouquins, s'il y a des professionnels que vous connaissez, que vous aimeriez que j'interviewe, des choses comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'essaierai de faire ce que je peux, quoi. Soyez indulgents. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.